Louise Cuneo, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes rédactrice en chef éducation pour le magazine Le Point et vous venez de sortir un numéro spécial Bien s'exprimer, parler et écrire sans erreur. Alors, on vient de le voir dans le reportage, c'est plutôt l'usage qui fait foi en matière de vocabulaire. Et si on devait prendre un exemple, on pourrait prendre le mot Covid. Absolument, parce que le Covid ou la Covid a suscité beaucoup de débats au moment du confinement en 2020. Le Covid était considéré comme le mot le plus usité, mais l'Académie française avait proposé la Covid pour faire référence à la maladie et non pas au virus. Sauf que la maladie, eh bien, n'a pas pris en France, n'a pas prise selon voilà, le genre qu'on va lui donner. Et l'usage a fait que le Covid est beaucoup plus répandu. Alors, ceux qui disent la Covid sont considérés comme des puristes de la langue, mais plus personne aujourd'hui dit la Covid. Alors, il y a les bons élèves, ces puristes de la langue française. Alors, finalement, la langue opère vraiment un clivage dans la société. Il y a vraiment ces chevaliers blancs de la langue française qu'on appelle les SPG, pour ne pas dire, à ne pas confondre avec le PSG, bien sûr. Alors, qui sont-ils? Alors, le SPG, c'est le syndrome de pédanterie grammaticale. Rien de grave, bien moins grave que le Covid. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui touche des personnes de manière indifférente, des enfants, des adultes, des hommes, des femmes. L'idée générale, ce sont ces personnes qui ne supportent pas, qui ne tolèrent pas une faute de français, de syntaxe, d'orthographe, de vocabulaire de la part de leur interlocuteur, à condition évidemment qu'il ne soit ni leur élève, si on est prof, ni son enfant, si on est parent. On se retrouve face à quelqu'un qui nous dit « Oh, t'as fait une faute, mais comment qui reprend juste de manière pernicieuse un accord de COD mal embouché ou quelque chose comme ça. » Et effectivement, ça fait preuve d'un manque d'empathie totale vis-à-vis de la personne qui commet la faute, quoi. Oui, alors si on n'est pas forcément un puriste de la sorte, on peut avoir du mal avec les néologismes. Enfin, on l'a vu notamment avec ces mots qui correspondent à la féminisation. Là, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'y étaient opposés de façon quand même très radicale. Absolument, alors que même, par exemple, le mot auteur féminisé, qui a donné autrice, a été voué aux gémonies, etc. Alors qu'en fait, si on réfléchit bien, autrice, c'est un mot qui existait déjà au Moyen-Âge, puis qui a disparu dans l'usage. Et comme l'usage fait foi, comme l'a dit votre reportage, il a peu à peu disparu. Mais aujourd'hui, si autrice est réhabilitée, ça n'est en rien un véritable néologisme, c'est en fait un retour aux bases de la langue française. Alors cette langue française, elle est très importante pour les employeurs et on voit finalement aujourd'hui que les employeurs préfèrent quelqu'un qui parle bien et qui écrit bien le français plutôt que l'anglais. Alors là, je suis quand même assez étonnée par ce résultat. Absolument, il y a eu une enquête Ipsos commandée par le projet Voltaire, qui est un organisme qui aide justement à l'apprentissage de la langue française. Et cette étude a montré que 3 employeurs sur 4 jugeaient rédhibitoires les fautes à l'écrit de leurs employés en français. 4 sur 5 ne les tolèrent pas du tout à l'oral. En revanche, ils ne sont que 30% à mettre de côté un CV si jamais l'anglais n'est pas maîtrisé. Donc pour les employeurs, il est plus important de bien maîtriser le français et d'écrire un mail de manière correcte ou de s'exprimer correctement à l'oral plutôt que de maîtriser l'anglais. C'est une grande surprise en effet. Ouais, c'est une surprise et surprise aussi par rapport au fait de voir que seulement 7 mots peuvent indiquer qui l'on est lorsque l'on parle. Absolument, c'est une étude californienne là, qui a démontré ça. C'est-à-dire qu'il suffit de 7 mots pour qu'un locuteur soit démasqué. On sait les études qu'il a faites, où il a grandi, de quel milieu social il provient. Donc c'est extrêmement discriminant. Notre manière de nous exprimer est extrêmement discriminante. Ouais, donc il peut y avoir une discrimination par le langage qui peut amener à une glottophobie, c'est-à-dire la peur de s'exprimer. Ben absolument, parce qu'à trop vouloir bien faire, on n'arrive plus du tout à bien faire. Là, si je commence à réfléchir moi-même à ce que je dis, par exemple, je risque de commencer à bégayer, à chercher mes mots, à essayer de bien faire. En fait, l'expression bien s'exprimer, c'est presque un contresens, parce que s'exprimer, c'est communiquer ses émotions et aussi ce qu'on ressent. Donc, à trop vouloir bien faire, on risque de brimer, de se réprimer dans l'expression de nos émotions et de plus du tout bien s'exprimer, du coup. Alors on voit que ça évolue aussi avec le numérique, avec toutes ces nouvelles formes d'expression via donc le langage qui est devenu extrêmement lapidaire, avec les applications, avec le téléphone. Donc ça impacte aussi beaucoup notre façon d'écrire.
Twitter a été le premier avec les SMS qui étaient, souvenez-vous, limités en nombre de signes. L'idée d'avoir un nombre de signes limité pour s'exprimer a fait qu'on a retiré progressivement les articles. On a cherché à aller droit au but. On a même retiré la ponctuation. On a gardé une ponctuation assez épurée qui voulait dire quelque chose plus loin que la fonction grammaticale de la ponctuation. Par exemple, on n'utilise plus toute virgule. Mais on utilise des émoticônes pour remplacer la virgule. De même, on a très souvent mettre un point final à la fin d'une phrase paraît péremptoire, un truc un petit peu agressif. Alors que si on met 3 petits points, des points de suspension, alors là, on a l'impression que ce qu'on dit passe beaucoup mieux. L'émoticône est venu renforcer la ponctuation en mettant le sentiment qu'on éprouve au moment d'écrire, plus que la ponctuation elle-même. Alors, ce qui change aussi dans la langue, c'est tous ces anglicismes, effectivement, qu'on retrouve et qui s'ajoutent à la langue française. Donc, ça impacte la langue, mais aussi la syntaxe. Absolument, on a retiré les articles en effet. On a aussi, même dans l'orthographe et dans la manière de s'exprimer, on parle du pass sanitaire beaucoup ces derniers temps. Et pass sanitaire, il y avait une question qui se posait sur l'orthographe car tout le monde l'écrit PA2S à l'anglaise et non pas PA2SE comme on pourrait l'écrire en français. Alors, est-ce qu'il faut regretter finalement que la langue, elle évolue de la sorte? Mais pas du tout. La langue, elle vit et elle est aussi le reflet de notre société. Donc c'est très important que la langue évolue. L'Académie française est là pour rappeler éventuellement les règles et faire en sorte qu'il y ait une langue partagée par le plus grand nombre. Mais la langue évolue et c'est bien normal. Elle reflète notre société, ce qui veut dire que effectivement, on est aussi un métissage et donc la langue se métisse, s'inspire de l'anglais comme vous le disiez. Et pas que d'ailleurs. Il y a quand même 120 langues qui irriguent le français, donc l'anglais est loin d'être la seule. Et le français, à son tour, irrigue 80 langues à peu près dans le monde. Donc on est influencé par les autres qui nous influencent aussi, c'est normal. Donc c'est un métissage. La langue est un magnifique métissage, absolument. Sans cesse renouvelé. Alors, je rappelle le numéro du point bien s'exprimer, parler et écrire sans erreur. Et puis, le numéro spécial à venir pour l'été. Livres et films qu'il faut avoir vus et lus avant 18 ans, ou éventuellement après, si on veut lire et voir ces vidéos avec ses enfants. Alors, je rappelle également, bien sûr, le site Apprendre et enseigner TV5 avec ses ressources extrêmement riches dans nombre de domaines, dont l'info et les reportages de 7 jours sur la planète, choisi tout spécialement pour l'apprentissage du français. Et puis, on cite aussi le projet Voltaire, qui est éminemment intéressant pour l'apprentissage du français et qui a collaboré avec vous pour ce numéro spécial. Absolument. Merci beaucoup, Louise Cuneo. Merci à vous.